Ensuite, s'il y a un rebond, ce sera confinement strict. On ne pourra pas y échapper. Reporter, mais pas abandonner. C'est ce que l'on peut retenir en substance des échanges qui ont occupé les représentants des différentes institutions avec les partenaires sociaux samedi matin à la CPS. Une reculade que les élus justifient par le risque de fermeture de certaines entreprises, faute de main-d'œuvre suffisante, sans pour autant abandonner l'objectif d'atteindre un taux de vaccination de 85%. Les chefs d'entreprise s'estiment satisfaits que leurs préoccupations puissent être entendues, même de manière un peu tardive. Au moins, on a obtenu que les travaux et les préoccupations des entrepreneurs ont été entendus. Donc les travaux démarrent. Je crois qu'on a fait un inventaire assez exhaustif des problématiques qui étaient posées. La direction du travail et les services du gouvernement ont été très réalistes par rapport aux problèmes posés par la délibération et ses conséquences. Et aujourd'hui, nous sommes assez confiants sur le fait que les réponses vont très probablement être, évidemment dans le mois, apportées à ces questions. Un texte déposé par les élus de l'éveil océanien propose de renvoyer l'obligation au 31 décembre afin de prendre le temps de sensibiliser les salariés réfractaires. Il devrait être suivi par l'ensemble des groupes politiques du Congrès permettant d'apaiser les revendications des syndicats qui ont, pour certains, déjà levé des préavis de grève. On va dire qu'il y a des échanges. Le consensus, peut-être que... Voilà, mais au moins, quand on en discute. Puis peut-être finalement, à force de discuter, de partager, etc., peut-être qu'on pourra parvenir à un consensus. Je pense que ça va déminer un petit peu, comme vous dites, puisque voilà, on est à une semaine de cette date fatidique, du 31 octobre. Il y avait déjà des licenciements, notamment au niveau du périmètre de l'article 5, là. Donc il y a des 44, ces salariés qui sont concernés. Donc vont avoir un petit peu du temps. Les tensions sociales pourraient revenir à la fin de l'année, voire un peu avant, notamment avec les discussions autour de la possibilité de suspendre les contrats de travail des salariés non vaccinés. Et si l'objectif est toujours de parvenir à une immunité collective par la vaccination, le report pourrait bien décourager certains de se rendre dans les centres de vaccination. Là, les docteurs sont là, puis je crois que c'est des gens qui sont diplômés pour ça. Nous, on peut pas reporter des réponses à des questions. Et bien, c'est à vous de venir écouter et de partager, voilà, dans le respect de chacun. Jean est le vice-président des 5 associations de squat de l'île Nou. Il fait partie des initiateurs de cette séance d'information. Selon ses estimations, dans la zone, la population âgée de plus de 40 ans a un taux de vaccination plus élevé que les plus jeunes. D'ailleurs, certains de ces jeunes afficheraient des banderoles anti-vaccination au carrefour du Sénat coutumier. Néanmoins, quelques-uns ont fait le déplacement pour échanger avec le personnel médical. Ce que je me demande, c'est pourquoi on se fait vacciner plusieurs fois comme ça, en une fois, deuxième, on demande le troisième. Mais le problème, c'est que moi, depuis avant, quand j'étais petit, j'ai toujours été vacciné. Depuis petit, une fois, contre toutes les maladies. C'est vrai. Après, pendant les 10 ans, 15 ans, il y a toujours le rappel. Ouais. Et là, c'est une fois. Après, ils nous donnent une date pour faire le deuxième et le troisième. Alors, il y a rien qui m'arrive. Moi, que je sois avec des plantes médicales, il n'y a pas besoin de vaccin. ouais. Je mets un exemple. Je ne vais pas rentrer très bronzé parce que j'étais beaucoup dans les bureaux. Mais si j'étais allé au soleil 3 jours, j'aurais été légèrement bronzé à 60%. Si j'y retourne une semaine après, je serai beaucoup bronzé. La montée en charge progressive de la protection du vaccin, c'est comme la peau qui, de blanche, devient bronzée pour ne pas attraper un coup de soleil. Je me dis que c'était bien qu'on vienne aujourd'hui les rencontrer parce que je pense que ça a permis de démonter certaines croyances que certains avaient. Maintenant, il y a encore du travail, des idées pas toujours faciles à démonter. Les réseaux sociaux sont plus efficaces que nous. On l'a bien vu, il y a des personnes qui restent sur la même idée. Ils ont beaucoup de mal à entendre autre chose. Mais bon, j'y crois. Je crois qu'il faut laisser un peu de temps, mais on va y arriver. Jean-Marc est psychiatre. S'il fait partie du personnel mobilisé dans le cadre de la réserve sanitaire, il connaît très bien la zone de Nouville. Entre 1984 et 1987, il a travaillé au CHS Albert Bousquet et a habité dans le coin. Un avantage qui lui permet d'adapter ses réponses aux questionnements de chaque personne. Je pense qu'effectivement,
Il y a des angoisses collectives, chacun les a vécues avec l'impact d'une épidémie. Nous sommes une génération qui n'avons ni connu la peste ni la grippe espagnole et qu'il s'agit là d'une épidémie, une pandémie mondiale. Donc chacun avec ses ressources, chacun avec ses environnements, a des réponses. Que des moments ça soit un peu tendu, je trouve ça intéressant parce qu'on était quand même dans le respect. C'était présent, c'était authentique. Voilà, le terme que j'utiliserais, c'était l'authenticité et le respect. Maintenant, il est resté des différences. Si à l'issue de cette séance, chacun est resté campé sur ses positions, personne n'est reparti en étant fermé à l'idée de participer à une prochaine réunion de ce type à l'avenir. Aujourd'hui, c'est Magenta, Marée, Lifou, Lifou, VA et retour sur Magenta. Le pont aérien, c'est des vols à destination des loyautés, au sein desquels on transporte à la fois des passagers et tout ce qui peut intéresser les centres médicaux, de l'oxygène également. Donc nous, c'est d'abord un honneur d'être sollicité pour le pont aérien. Et puis, ça nécessite un réel travail d'équipe. C'est bon pour nous. Bon vol, bon courage, au revoir. Merci, à demain. À demain. On est obligé d'avoir recours au pont aérien pour pouvoir faire la relève des équipes. Et aussi, on a besoin d'être approvisionné en médicaments, en vaccins, en matériel médical, en oxygénothérapie. Avec le pont aérien, on peut aussi envoyer des patients dans les hôpitaux, à la clinique ou au Medipôle. C'est des patients qui ne nécessitent pas spécialement une prise en charge en urgence, mais qui nécessitent une prise en charge dans le cadre d'une maladie chronique. Ouais, c'est tous les jours, sauf le dimanche. On va à la messe. Voilà, vous arrêtez sur une marque. Là, regarde, tu vois. Vas-y Nelly, tu poses tes affaires. Pose tes affaires là, maman, et tu vas te laver les mains. Après, tu attends sur le trait rouge derrière Nelly. L'heure de la rentrée a enfin sonné pour maîtresse Anna et ses élèves. Pour l'occasion, le groupe d'enfants est divisé en deux. La moitié des élèves est accueillie en classe cette semaine et l'autre moitié rentrera la semaine prochaine. Sur 10 élèves, seulement 2 manquent à l'appel. C'est comme une deuxième rentrée. C'était une rentrée, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, donc un peu anxieux, un peu d'appréhension. Et puis ce matin, très contente de les retrouver. Comment c'était le confinement pour vous? Bien. Trop net? Allez, on ferme les yeux et on va bien réfléchir. Comment est-ce que je me sens ce matin? Là, ici et maintenant. Comment est-ce que je suis? Vous êtes prêts? Oui. L'enseignante commence la classe avec un tour de table afin de libérer la parole et surtout de jauger le moral de ses enfants après plus d'un mois de confinement. Ce matin, j'avais la boule au ventre. J'avais peur de la journée, comment ça va se passer, parce qu'il y a eu des cas de Covid et j'ai eu peur que un peu tout change. Avant, j'imaginais que tout allait normal. On allait reprendre normalement, mais non, on allait avec le masque à l'école, les places allaient changer. Et j'ai pas imaginé que la récré, ça ne serait pas comme d'habitude. Alors ce matin, tous ne vont pas parler forcément, mais jour après jour, peut-être que des choses vont sortir. C'est important, oui, d'être à leur écoute. Cette boule au ventre que certains pouvaient avoir, comme moi d'ailleurs ce matin, oui, je pense que mes collègues aussi, disparaissent petit à petit.
que tout le monde se sente rassuré. Et puis si les enfants se sentent rassurés, je pense qu'ils vont en parler à la maison et que les parents aussi. Pour certains, le confinement s'est bien passé. Ils ont eu cette chance-là, ils ont été accompagnés. Pour d'autres, ça a été un petit peu plus difficile. Et puis la maladie est aussi passée par là dans quelques familles. Donc voilà, il faut les écouter. Même si dorénavant la vie de ces enfants sera rythmée par les gestes barrières, il faut tant bien que mal essayer de retrouver ses repères. Et les leçons en font partie. Je voulais rajouter, les tests qui sont faits ici sont anonymes. C'est-à-dire que sur tout le dispositif qu'il y a, il n'y a qu'une personne qui a votre nom. Après, c'est un numéro qui est attribué. Donc c'est ce qu'on appelle le secret médical. Si jamais vous êtes positif, on ne va pas vous appeler par votre nom, on viendra vous voir individuellement et le médecin vous verra. La mairie et les coutumiers de Poney-Riouin, inquiétés par les cas positifs dans la commune, ont fait appel au gouvernement. Ce dernier a alors mis en place pour la première fois un dispositif de dépistage massif en tribu. La tribu de Goix a été choisie pour une raison bien précise. Parce qu'en fait, il y avait eu beaucoup de cas positifs diagnostiqués sur le secteur et c'était de pouvoir faire du dépistage par des tests de façon importante pour pouvoir voir s'il y avait d'autres personnes qui étaient positives et qui ne le sauraient pas. Il est important pour Chao Norowe de participer à cette opération. Il fait partie des premiers de la tribu à s'être fait dépister. Pour lui, protéger sa communauté est un devoir. L'un des facteurs de propagation de virus dans cette tribu, le regroupement de personnes lors de cérémonies de deuil. C'est difficile quand même pour nous, en tant qu'Océaniens, en tant que Kanak déjà, de ne pas être présents pour ces moments-là. Les événements de deuil, bon, depuis on essaie de faire des efforts. Mais c'est vrai que certains, comme quand on est en tribu, on se sent vraiment éloigné, donc on ne se sent pas surveillé. Et par rapport aux 2 premiers confinements, nous on s'est cru loin de la maladie, alors qu'au final la maladie elle est à la porte. Sur les 350 habitants de la tribu, seuls 35 se sont fait dépister et aucun nouveau cas n'a été confirmé. Négatif. Oui. C'est pour une première dose? Oui. Je vais prendre votre pièce d'identité s'il vous plaît. Comme Chao, 20 personnes ont pu recevoir la première dose du vaccin. Non, pas du tout. Ok, super, je vous souhaite une bonne journée. À vous demain. Merci. Merci bien. Après 35 heures de vol, les 39 militaires du service de santé des armées ont enfin posé le pied ce matin sur le tarmac de l'aéroport de la Tontouta. Ils viennent en soutien au personnel de santé calédonien mis à rude épreuve ces dernières semaines par la crise sanitaire. Je suis donc à la tête de ce qu'on appelle le MMR, le module militaire de réanimation. Donc c'est une structure qui est faite pour s'occuper de 5, une structure spécialisée faite pour s'occuper de 5 patients de réanimation. Voilà. Donc il y a des médecins anesthésistes réanimateurs, des infirmiers anesthésistes, des infirmiers spécialisés en réanimation, des aides-soignants, et tous auront pu à la prise en charge de patients lourds de réanimation. Pour la plupart, là, je crois que dans le détachement là, qui compose le mien, il y a à peu près 50% des médecins qui ont déjà fait une mission MMR, et pareil pour les paramédicaux. Tout mon travail va être focalisé sur le plus rapidement être opérationnel pour rapidement pouvoir prendre des malades et soulager nos camarades de la réanimation du centre hospitalier territorial. Outre le personnel, du matériel médical de pointe a également été acheminé sur le territoire. Cette opération s'inscrit dans le cadre plus large du soutien des armées aux populations des territoires français. Dans le cadre de l'opération Résilience, qui est la contribution des armées françaises à la réponse à la crise sanitaire, ce module vient ici renforcer les capacités sanitaires dans les conditions décrites par le haut-commissaire à la demande du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Le détachement restera autant que nécessaire, mais en fonction également des autres priorités, parce que bien évidemment ces moyens ne sont pas multipliables, ils correspondent à des capacités qui sont relativement uniques, et ils sont répartis et employés en fonction des grandes priorités stratégiques. C'est ainsi qu'actuellement une partie est déployée en Guyane. Si la pression hospitalière est en diminution, les équipes resteront afin de parer à un éventuel rebond de l'épidémie, tant redoutée. Non, mais en fait, si tu veux, le problème, c'est que j'ai pas de clients, donc
Cela fait presque 3 semaines que Manu tente tant bien que mal de tenir le coup. La majeure partie de sa clientèle sont des personnes de passage ou des touristes du sud qui se rendent dans le nord et ils ne se bousculent pas vraiment depuis quelques semaines. Ça a été un grand changement parce qu'avant, on me réservait des tables de Nouméa le matin à 8h et tout était plein chez moi. Et du coup, là, du jour au lendemain, il fallait se réorganiser par rapport au plat du jour, en faire moins et gérer les dépenses. Les grandes difficultés, ça a été de diminuer mon plat du jour de moitié, on va dire. En dehors de l'agriculture, le tourisme est l'une des principales ressources de la région de La Foire, Moindou et Farino. Certaines structures comme celle de Manu ont pu rouvrir, mais d'autres, comme par exemple la table du Bagnon, sont fermées depuis 2 mois. Annick est la gérante de ce gîte et elle préside également l'office du tourisme de la région. Étant donné la situation sanitaire qui préoccupe le Caillou et le monde entier, l'office a pris conscience du besoin de diversifier les propositions dans la région. En ce moment, on travaille sur un très gros projet de développement de tourisme vert auquel adhèrent nos structures. Et on devait là mettre en place des activités comme le Food Trip Festival avec des repas dans les tribus, avec forcément autour de ces repas une activité culturelle et économique, même si c'est de l'économie familiale, hein, avec montrer ce qu'est la culture, faire des activités autour de cette culture qui est quand même, qui redevient pour nous un centre d'intérêt important à développer sur la région. Si l'Office du tourisme de la région n'a pas les capacités financières d'aider ses adhérents, il les accompagne au mieux dans leur démarche auprès des banques et des assurances. Alors, Forêt au-delà du visible, c'est une exposition qui part de... En fait, c'est le regroupement de plusieurs idées, plusieurs besoins. C'était d'abord l'envie de réexposer une œuvre de Nicolas Mollet qui s'appelle Louietu, qui est une forêt numérique, un dessin d'une forêt, avec, en manipulant un joystick, on fait apparaître des totems, des lutins, des choses dans la forêt. Et la deuxième idée qui a contribué à monter cette expo, c'était le désir d'exposer des œuvres du musée de la Calédonie qui est fermé depuis août 2019 et on trouvait que c'était dommage qu'on ne voit plus les œuvres d'art anciennes dans le paysage calédonien et donc c'était un prétexte aussi pour dire des œuvres de bois qui viennent d'arbres, donc de forêt, devraient être exposées. Et autour de ça, Laure Aubaye, qui est la commissaire de l'exposition, a travaillé sur justement le lien entre toutes ces choses, les œuvres anciennes, la botanique, les arbres, qu'est-ce que ça raconte, et puis ce lieu aussi qu'est la forêt d'espace d'histoire, de contes, de légendes, de mythes, de croyances, de sacrés. Et donc l'exposition aborde tous ces thèmes un petit peu entremêlés avec des œuvres d'art contemporain, donc le regard des artistes d'aujourd'hui, mais aussi le regard des artistes d'il y a 200 ans et des œuvres anciennes, et puis le point de vue des ethnologues, des botanistes qui alimentent tout ça. Donc on est vraiment comme dans une forêt au cœur de 1000 choses très différentes qui s'entremêlent et qui racontent finalement et qui créent un tout. Vous avez trouvé long le confinement? Oui, bien long. Vous étiez pressé de revenir? Non. Oui. Du coup, il y aura une personne avec Quentin en cookies. Le reste du groupe à la plage et au champ à Ouagap. Parce qu'il faut qu'on aille faire l'état des lieux du champ de Ouagap aussi. Hein. Moi, j'ai choisi les cookies avec Quentin. Les mains au savon, ensuite les gants et la charlotte. De façon à ne faire qu'un seul.
très joli. Après, je rajoute la farine. Et après, tu rajoutes la farine. Je suis content de revenir à mon job, c'est pour prendre plein de choses. J'ai trop envie de revoir les éducateurs, les autres jeunes, de sortir un peu de la maison, parce que je suis toujours ennuyée à la maison. Les socialiser, c'est un de nos chevals de bataille. C'est une de nos missions, on va dire. Alors c'est difficile de les socialiser s'ils sont enfermés chez eux. C'est d'autant plus dur pour eux que c'est un public qui est déjà sujet à l'isolement hors confinement. Alors en confinement, ça a été dur pour certains. Bonjour Karine. Bonjour Suzy. Devine Karine, elle vient de faire quoi là? Ah oui, je sais. Elle a fait quoi? Cookies. Si, voilà. C'est GG encore. Bonjour Suzy, tous les jours, hein. Tu peux plus nous quitter maintenant, hein. GG qui, voilà, un cas typique des effets du confinement, j'ai envie de dire. Hein. Il a besoin de contact et du coup, tous les jours, il nous appelle quand on est en activité pour dire « Oh là, vous faites quoi ?» Puis nous, on lui raconte ce qu'on fait en dit job. Et c'est parfait. Ici. Parfait, madame. On avait pensé faire une grande exposition en invitant tous les parents, en invitant toute l'équipe du Juvénat. Mais là, c'est avec la situation sanitaire, on a dû revoir nos ambitions à la baisse. Les élèves ont travaillé autour du thème « Nos années lycée ». 30 photos ont été choisies pour l'exposition. Mais le grand événement public prévu ne peut pas être organisé en raison de la crise Covid. Il y a beaucoup de personnes qui devaient assister à cette exposition, vu que c'est nos créations, puis on voulait pouvoir faire montrer à nos parents aussi, vu qu'on leur avait parlé aussi du club photo. On a été 2 fois l'an dernier et cette année, on a été 2 fois coupés. C'est dommage parce que on n'a pas vraiment fini le travail à cause de ce confinement. Et voilà, c'est mon seul petit regret, c'est de ne pas les avoir amenés jusqu'au bout, avoir un travail nickel, parfait. Au cours de ces 2 années, les élèves ont travaillé un large éventail de techniques allant du portrait au mouvement, à la photo de drone ou encore à la règle du tiers. Pour leur encadrant, l'essentiel était de stimuler leur créativité. Quand ça vient d'une demande de leur part, ils sont super motivés. Et cet atelier, ça a été un vrai plaisir. C'est la génération image, ils sont sans arrêt à utiliser leur téléphone, leur smartphone pour faire des TikTok, des choses. Et c'était leur apporter un travail un peu plus poussé sur l'esthétisme de l'image. Au Juvénat des Îles, l'artiste de l'année est sans conteste Vinay Pecheissi. Le jeune lycéen a remporté le prix Movialis du meilleur très court-métrage au Festival de la Foi, avec son film Le Lien Invisible. Et le club photo vient de lui attribuer le prix d'excellence pour saluer son travail de qualité au sein du club. On a accès à la biodiversité de l'IFO, c'est-à-dire on a un beau paysage, un beau environnement et je pense que c'est important de mettre en valeur. Et ça nous a permis aussi de s'éloigner un peu des cours qui nous prennent trop la tête, et quand on est en club de photo, on s'amuse et ça permet de réfléchir à autre chose que les devoirs. Un prix du public sera attribué le 26 novembre à la photo qui obtiendra le plus grand nombre de votes sur la page Facebook du Juvénat des Îles Loyauté. Mon père, lui, vient d'Afrique, immigré sénégalais. Il est arrivé dans les années 70 en France et ma mère est fille d'immigrés italiens. Ils se sont rencontrés à Lourdes aussi, ils étaient saisonniers tous les deux à l'époque et moi je suis né en 1986, voilà, à Lourdes. La Nouvelle-Calédonie, ça a été après l'Australie, à la fin de mon visa Working Holiday. Mon ex-copine en fait était venue ici en Nouvelle-Calédonie pour commencer à travailler, donc je l'ai rejoint ici. J'ai toujours dessiné, déjà depuis que je suis tout petit, j'ai toujours dessiné. J'ai pas eu l'occasion, je me suis pas lancé dans des grandes études artistiques, j'ai pas fait d'école. Je me considère comme autodidacte, clairement. J'ai tout appris par moi-même et j'essaie de faire tout de mes mains. Hop, ça fait pas de bruit, ça fait un peu de fumée. C'est pour ça que c'est bien de travailler à l'extérieur, quoi. Sinon il faudrait que je porte un masque. Je me suis dit que c'était le moment idéal en fait pour se lancer dans quelque chose. Et
Je pense qu'il y a des personnes qui ont vécu l'inverse, qui devaient être dans un élan de créativité qui a été un peu amoindri, et d'autres en fait qui ont eu cet élan-là que moi j'ai eu. C'est important en fait de tous créer. On a cette faculté-là en fait, et si on la laisse de côté, c'est vraiment trop dommage. Il faut que ce soit quelque chose qui recentre sur nous-mêmes en fait. Je veux pas que ça soit juste du récréatif. Je voudrais que ça soit quelque chose qui soit lié au spirituel, comme moi je le suis, et que je l'ai toujours été. Je voudrais que ça se ressente aussi à travers mes œuvres. Je dessine depuis longtemps, mais de réussir à mettre un dessin en 3 dimensions, c'est juste monstrueux en fait. On ressent autre chose en fait. Sur les premiers jets de maquettes en fait que j'ai fait là, j'ai essayé de me concentrer sur la nature d'ici, sur les falaises de Dokine, sur des cocoteries, sur des bords de plage. Un artiste, c'est quelqu'un de complet. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui est capable de pouvoir travailler avec ses doigts sur un dessin, mais aussi de lâcher tout ça pour aller tout de suite, je sais pas moi, arranger une fuite d'eau dans la salle de bain parce que madame elle a plus d'eau. On peut pas réussir à tout réaliser tout seul. Et à un moment donné ou à un autre, et moi c'est ça que je recherche, c'est rentrer en contact avec d'autres artistes et essayer de créer des projets ensemble en fait. Des projets qui prendront une ampleur beaucoup plus grande que ce qu'on a pu imaginer dès le départ. C'est comme ça en fait qu'on crée des choses vraiment magiques, quoi. Vraiment c'est ça.